dans son parcours d'entrepreneur, on regrette pas grand-chose finalement. Investir le moins de temps et le moins d'argent possible pour tester son idée. L'idée, finalement, c'est peu de choses dans la vie d'une boîte. Ce qui est important, je pense, c'est surtout de bien s'entourer. Il faut faire son produit, il faut le vendre. On n'a pas besoin d'être financé et d'avoir des millions d'euros pour faire du business. Bonjour à tous et bienvenue dans The Next, un podcast sur l'entrepreneuriat et la tech française. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Baptiste Corval, entrepreneur social engagé dans la valorisation des déchets alimentaires. Il est également le cofondateur de Phoenix. Bonjour Baptiste, merci d'être avec nous. Bonjour Margot, merci pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, vous présenter vous et votre parcours ? Très bien, donc moi je suis Baptiste Corval, je suis le deuxième cofondateur de Phoenix. Phoenix, c'est une entreprise qu'on a du coup fondée avec mon associé Jean Moreau. J'ai un parcours plutôt technique puisque de formation je suis ingénieur informaticien et j'ai cette particularité que Phoenix c'est ma troisième entreprise. J'ai monté 2 autres boîtes avant qui sont pas très bien passées pour le coup. J'ai fait pas mal d'erreurs et il s'est passé pas mal de choses dans ma vie d'entrepreneur. Du coup, voilà, Phoenix pour moi c'est ma dernière aventure qui se passe très bien. En quelques mots, Phoenix c'est donc une start-up qui lutte contre le gaspillage alimentaire à travers notamment une application mobile qui permet à chaque consommateur de se connecter et dans une logique de proximité d'aller récupérer des paniers d'invendus chez des commerçants, des restaurateurs pas loin de chez eux. Voilà. En quelques chiffres, Phoenix aujourd'hui c'est un peu plus de 200 collaborateurs, quelques dizaines de millions d'euros de levée de fonds et une présence partout en France et dans 4 pays en Europe. Alors voilà, vous venez de le dire, un double engagement pour Phoenix, un engagement économique mais aussi écologique. Pourquoi cette envie de vous engager au sein de l'économie sociale et solidaire ? Ça remonte à longtemps du coup, cette envie. En fait, le gaspillage alimentaire aujourd'hui, je pense qu'on y est tous confrontés en tant que consommateurs et avec mon associé Jean, on a eu, l'opportunité d'effleurer une solution qui peut-être allait marcher ou allait permettre de réduire un petit peu, ce gaspillage et donc, en tant qu'entrepreneur, on se devait bien évidemment de la tester, de la mettre en œuvre et de voir si ça fonctionnait et 7 ans après, on est plutôt fiers de nos résultats et de ce qu'on arrive à faire. Donc, voilà un petit peu pour, la genèse de cette idée et de tout ce qu'on a mis en place chez Phoenix. Et à la base, pourquoi avez-vous eu cette envie de devenir entrepreneur ? Moi, j'ai commencé à bosser assez jeune en fait, à 15 ans, je bossais sur les marchés et j'ai appris ce que c'était, le travail déjà, l'autonomie parce que pour le coup, j'avais pas forcément de patron avec moi. Je m'occupais de mon stand tout seul, mais je pense que ça a fait naître un petit peu chez moi cette envie d'entreprendre, de créer mon propre business, d'être finalement un peu maître de mon destin. Donc cette fibre entrepreneuriale, je pense que je l'ai pas mal cultivée là et je l'ai vraiment mis en œuvre tout de suite parce que j'ai eu finalement, au-delà de mes jobs, pendant que j'étais étudiant sur les marchés, j'ai eu qu'un seul patron en fait, à qui j'ai dit clairement dès le début, je suis OK pour rester fidèle, ça veut dire ne pas me faire démarcher par tous les cabinets de conseil en gestion de risque ou autre, qui était un peu le parcours classique de l'ingénieur informaticien. Mais en échange de cette fidélité, d'avoir finalement l'opportunité d'apprendre qu'est-ce que monter une entreprise à tous les niveaux, en fait, au niveau administratif, RH, commercial, enfin vraiment comprendre un petit peu toutes ces ficelles. Donc ça m'a mis pas mal le pied à l'étrier, ça m'a beaucoup servi dans mes aventures du coup personnelles après. Et du coup, quand on veut entreprendre, par où on commence ? Par où on commence quand on veut entreprendre? Bah, c'est une bonne question. Je pense que c'est, pas mal une histoire d'opportunité et d'envie. Je dirais qu'il faut pas forcément, essayer de trouver la bonne idée. Je vois beaucoup et comme je m'occupe pas mal de jeunes entrepreneurs ou de gens qui ont pas encore entrepris qui vont le faire, il y en a beaucoup qui se disent: «Bah, moi j'attends la bonne idée». Il faut savoir que l'idée, finalement, c'est peu de choses dans la vie d'une boîte. Déjà, généralement, l'idée qu'on va avoir au début, elle ressemblera pas à celle qu'on va vraiment développer et celle sur laquelle, on va construire notre avenir. Et ce qui est important, je pense, c'est surtout de bien s'entourer et de bien exécuter finalement. Je pense qu'à partir du moment où on a une idée, qu'elle soit bonne ou pas, on peut la tester rapidement et faut vraiment garder ça en tête. C'est-à-dire, se poser la question: «Comment je fais pour, tester mon idée le plus rapidement possible et le moins, cher possible?» C'est-à-dire d'investir le moins de temps et le moins d'argent possible pour tester son idée. Je pense que c'est assez clé. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui, sont pas assez focalisés finalement, qui vont un peu dans tous les sens, qui ont pas forcément de produits, mais qui sont déjà en train de s'imaginer lever des fonds ou faire, 50 recrutements. Je pense qu'il faut y aller étape par étape. Quand on a une idée qui nous inspire, et ça c'est important d'avoir une idée qui nous correspond, il faut la développer, il faut la développer très vite. Vous nous avez parlé des 2 entreprises précédentes que vous avez fondées. Pourquoi ça s'est mal passé et qu'est-ce que vous en avez appris ? Bah, pour le coup, c'est 2 histoires assez différentes. La première, du coup, c'était une marque de prêt-à-porter, haut de gamme pour hommes, pour lequel on a eu pas mal de problèmes. Je dirais ce qu'on appelle les incidents systémiques, c'est-à-dire des choses qu'on peut pas forcément anticiper puisque, en gros, la 1re année, finalement l'année où on fait un peu les échantillons pour après aller, démarcher des magasins, multimarques, ou faire des salons, on a eu, la révolution tunisienne. C'est-à-dire qu'on a eu un mauvais timing, mais pour le coup, il y a pas grand chose qu'on puisse faire, vu l'importance et la proportion de cet événement. Donc, on a été un
peu retardé forcément par tous ces événements. L'année d'après, on a eu des déboires avec l'usine de fabrication. Donc, je dirais qu'il y a eu effectivement des erreurs commises de notre côté, puisque j'ai monté ça avec quelqu'un de ma famille, avec un de mes cousins avec qui je suis très proche. Donc, on a commis pas mal d'erreurs d'entrepreneurs, mais on a aussi subi des événements un peu exogènes qu'on pouvait pas forcément anticiper. Donc, ça nous apprend finalement la vie de start-up, en fait, qui consiste à régler en permanence des problèmes. Alors, pour le coup, la marque de vêtements, c'était évidemment pas une start-up, mais on a été confronté à tellement de difficultés qu'on a dû toujours essayer de pivoter, de s'arranger, de trouver des solutions. Et je pense que ça a été assez formateur pour ça. La deuxième aventure, c'était du coup un échec avec, on va dire, des causes complètement différentes, puisque c'est pour le coup des causes qui sont beaucoup plus rattachées au monde des startups, parce que c'est un gros conflit d'associés qu'on a subi avec mon associé actuel. En fait, on était trois cofondateurs dans une histoire qui, à la base, devait devenir potentiellement ce qui est devenu Phoenix. Et on a eu un gros litige avec le troisième cofondateur, avec qui ça s'est très mal passé. Donc là, pour le coup, ça nous a appris un petit peu la relation qu'on peut développer avec ses associés, comment ça fonctionne, comment réagir quand ça se passe pas bien. Et surtout, je pense quelque chose qui est assez important et qu'on a vraiment gardé chez Phoenix, c'est créer une boîte qui nous ressemble en fait. Je pense que dans notre précédente aventure, la personne était tellement toxique que la boîte nous ressemblait plus. Et quand on n'a plus envie d'aller travailler dans sa propre boîte, je pense que c'est un problème. Et c'est quelque chose qu'on a su garder chez Phoenix, justement cette culture d'entreprise et cette envie de faire en sorte que la boîte et les gens qui sont dans cette boîte fonctionnent comme Jean et moi. Et ça, on a réussi à le garder aujourd'hui, même si on est plus de 200. Et c'est hyper cool et c'est un vrai levier de transformation, de progression, de traction. Et c'est hyper important pour moi dans la construction d'une aventure. Et comment on se dit: «Cette aventure, elle est pas faite pour moi, ça devient vraiment trop compliqué, ça me ressemble plus, je veux arrêter». Est-ce que c'est facile justement d'arrêter? Non, je pense que c'est aussi un problème. C'est-à-dire que il y a des gens qui mettent très longtemps à construire leur produit et du coup très longtemps à se rendre compte que ça marchera pas. Mais il y a aussi des gens qui ont un produit tout de suite, qui essayent de le développer et qui n'y arrivent pas. Et potentiellement, pour un entrepreneur, de se dire j'arrête et je passe à autre chose, c'est, je pense, un traumatisme, un gros traumatisme émotionnel et aussi professionnel, parce que d'une certaine manière, quand vous dites à vos potes ou à votre famille, je monte une boîte, ou qui plus est, je monte une start-up, tout le monde s'imagine que vous allez monter Facebook et que ça y est, vous faites partie de l'élite des entrepreneurs, alors que c'est pas le cas. Et donc du coup, il faut gérer un petit peu ce décalage entre cet échec à assumer personnellement, l'image que ça renvoie aux autres. Enfin voilà, je pense que le traumatisme de l'entrepreneur qui doit s'arrêter, il est assez important. Après, on dit souvent que quand on entreprend, soit ça marche, parce que si c'est pas cette boîte, ça en sera une autre. Je pense que vraiment ceux qui sont nés pour entreprendre, ils vont constamment essayer de trouver, de développer une idée, même si on a une qui marche pas, ils vont rebondir. C'est extrêmement important de rebondir et de garder un peu cette résilience. Mais si je reprends mon parcours, c'est exactement ça. J'ai trois aventures qui se sont enchaînées vraiment presque coup sur coup, deux qui n'ont pas marché et puis finalement une qui fonctionne. Donc je suis un serial entre failures comme on dit, mais il y en a au moins une sur les trois qui a fonctionné. Donc voilà, je suis plutôt content et je regrette aucun de mes choix. Et mon parcours, même s'il a été un peu chaotique au début, finalement il a été formateur et ça a probablement permis à Phoenix de devenir ce que c'est devenu aujourd'hui. Revenons justement sur Phoenix, vous êtes une start-up sociale, comment vous avez été impacté par la crise sanitaire? En toute transparence, la crise sanitaire s'est plutôt bien passée pour nous, je pense pour 2 raisons. La première, c'est que nos clients, c'est majoritairement la grande distribution, la distribution alimentaire, donc c'est pas le secteur qui a été le plus sinistré pendant la crise. Je pense que la deuxième raison, c'est que, justement, on doit beaucoup à nos équipes, on doit beaucoup à ce collectif un peu, qu'on a créé autour de nous, qui sont vraiment donnés, qui ont su faire, les efforts qu'il fallait, qui nous ont vraiment aidés pendant cette crise. Et c'est hyper important pour un entrepreneur d'être serein et d'avoir des équipes justement qui sont mobilisées, qui sont autour de vous, qui vous aident, qui plus est, qui vont vraiment au-delà de juste leur travail. C'est un confort absolu et je pense que c'est une des vraies et belles raisons qui nous ont permis de traverser cette crise entre guillemets sans trop de difficultés. Justement, dans une start-up comme la vôtre, est-ce que la culture d'entreprise, elle est importante? Ah oui, complètement, oui. C'est ce que je vous disais un peu en introduction, je pense qu'on est très fiers avec Jean et c'est peut-être notre plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à créer un petit peu cette tribu, cette famille, autour de nous, qui nous ressemble et pour lequel il y a vraiment une culture d'entreprise qui est assez forte avec des valeurs qui sont défendues et qui sont concrètes et réelles. On n'est pas là pour faire du bullshit et je pense que justement, ça fait partie d'une des forces de Phoenix. Et comment vous recrutez du coup? Des process assez classiques, hein. On a pas mal de job boards à droite à gauche sur lesquels on poste nos offres d'emploi. Après, je dirais qu'on a un vrai process de recrutement avec, un onboarding aussi après, parce que c'est bien effectivement de trouver la perle rare, mais après derrière, il faut accompagner, il faut bien, on va dire, onboarder cette perle rare. Et ça, pour le coup, on a une équipe RH qui s'est pas mal structurée ces dernières années, qui nous aide vraiment beaucoup à mettre en place, tous ces recrutements et la gestion de nos talents en interne. L'utilisation de Phoenix est totalement gratuite, vous ne prenez pas de frais de service ou autre, donc comment vous gagnez de l'argent?
Alors, Phoenix, c'est pas 100% gratuit parce que on a beau être une entreprise à mission ou une boîte qui a de l'impact, on a besoin de faire du business pour avoir de l'impact. Donc du coup, l'application, elle fonctionne de façon assez simple. C'est que à chaque fois qu'un consommateur récupère un panier, on prend, une commission de 1 € sur chaque panier. Voilà. En gros, pour la faire simple, sans rentrer dans les subtilités. Donc c'est un des moyens qu'on a de gagner de l'argent. Après, Phoenix, c'est pas que une application, clairement pas. L'application, elle est très récente chez nous. On l'a lancée en 2019. On a toute une partie qui est pour le coup plus B2B, donc qui concerne moins les consommateurs. C'est la partie de la gestion finalement des invendus, tous les services et les outils qu'on met en place au niveau de la grande distribution et des industriels pour les aider à gérer les produits qu'ils ne peuvent plus vendre ou qu'ils ne veulent plus vendre, en notamment les donnant à des associations caritatives. On va créer tout un process autour du don pour leur permettre de donner plus de produits de meilleure qualité et de la façon la plus simple possible. Parce que c'est, je pense, extrêmement important d'accompagner, que ça soit les consommateurs à travers des applications aussi simples que celle qu'est Phoenix, mais aussi les industriels et les professionnels de la distribution alimentaire dans les process, comment donner simplement, comment finalement numériser toute une partie de ce process qui est assez fastidieux pour leur permettre de se concentrer sur l'action de don et pas sur l'administratif derrière ou sur la partie reporting. Du coup, vous venez de le dire, vous travaillez également avec des associations caritatives. Vous travaillez avec lesquelles? Bon, franchement, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire qu'on travaille avec toutes. On est assez agnostique là-dessus. Nous, notre objectif, ça a toujours été de travailler avec l'ensemble des associations. On n'a pas de religion par rapport à ça. Je vais même aller plus loin. Je pense que Phoenix est très utile pour des petites associations, justement, qui n'ont pas forcément la visibilité des grandes, qui sont beaucoup plus locales, mais qui ont tout de même autant de besoins, finalement, que les grosses associations. Et au-delà des dons, vous leur venez en aide comment? Bah, majoritairement, c'est les dons alimentaires et aussi les dons non alimentaires. Des fois, il y en a certaines qui ont des demandes un peu spécifiques. Il peut y avoir des épiceries sociales qui se développent. Donc, il y a une épicerie sociale, puis après une deuxième, une troisième. Donc, il y a des besoins, évidemment, en alimentaire, mais aussi tout ce qui est non alimentaire avec des frigos. Enfin, on est beaucoup en contact avec les associations et donc, du coup, on essaye d'être le plus, on va dire, le plus facilitateur possible à leur développement, mais aussi à la collecte des dons alimentaires. Donc, voilà, après, ça peut nous arriver d'intervenir sur des conventions, sur un petit peu un support juridique, mais l'activité de Phoenix, c'est vraiment de faire en sorte qu'elles puissent récupérer des denrées alimentaires simplement et des produits de bonne qualité. Comment vous voyez la suite de Phoenix? Belle, j'espère. Non, j'en suis sûr même d'ailleurs. Les enjeux de Phoenix, sur, les prochaines années, il va beaucoup se tourner sur l'international. On a ouvert, 2 pays cette année, on en ouvre, 2 ou 3 autres l'année prochaine et on a un vrai enjeu de conquête finalement, de l'Europe et pas que de l'Europe parce qu'on est en train d'expérimenter et de mettre des choses en place, en Asie notamment. Mais je pense que le sujet du gaspillage alimentaire, il est, évidemment mondial. Donc la solution, que Phoenix a mis en place, elle a sa place dans n'importe quel pays parce qu'elle est, facile d'utilisation et comme on le disait, le problème, concerne, tout le monde. Donc du coup, notre enjeu vraiment, c'est ce déploiement international et on construit, on crée des équipes locales dans, les différents pays dans lesquels on veut se développer afin justement, bah, de nous permettre, d'implanter l'application et l'ensemble de nos services, dans différents pays. Et du coup, justement, comment on sent que c'est le bon moment pour se développer à l'international? Bah, déjà, il faut le pouvoir parce que en vrai, au tout début chez Phoenix, on a essayé de se développer à l'international, sur, des services qui étaient peut-être pas forcément adaptés et justement qui étaient pas, universels. Les contraintes étaient différentes et je pense que, pour le coup, il faut pouvoir avoir un produit qui est internationalisable. L'application pour nous, elle est assez simple puisque vous avez une application qui est développée en France, qui est traduite dans plusieurs langues, mais ça reste toujours la même application. Là où nos services qui étaient plus B2B, qu'on a voulu développer à l'international au début, ça se passait différemment. C'est-à-dire que chaque pays avait des process bien différents, avait une législation différente. Enfin, c'était très compliqué de composer avec ça. Donc, pour le coup, on n'avait pas forcément le bon produit pour aller à l'international. Mais dès qu'on a créé l'application, on savait qu'on pouvait aller à l'international. Donc après, on l'a fait avec les financements nécessaires, bien évidemment. Je pense qu'aller à l'international, il faut garder en tête que ça coûte pas mal d'argent. Donc, le bon moment pour se lancer, c'est avoir le bon produit et avoir le financement derrière pour ne pas y aller, on va dire, de façon trop timide. C'est go big or go home. Et je pense que c'est important à l'international de raisonner comme ça. Depuis quelques années, et surtout maintenant avec la crise sanitaire, on entend beaucoup parler d'un phénomène, c'est la misère sociale. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut venir en aide à ce phénomène? Je pense que la misère sociale, évidemment, une crise comme le coronavirus, ça va pas aller dans le bon sens. On va pas se mentir, on voit la détresse que peuvent avoir certains étudiants ou même les publics des associations, en tout cas les bénéficiaires des associations qui ne font qu'augmenter. Donc la crise a clairement accentué ce phénomène-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut déjà en être conscient. Je suis pas sûr que tout le monde en soit conscient justement de cette misère sociale. Il faut après raisonner en bonne intelligence. On vit dans un monde où on a besoin d'une certaine manière de s'entraider et comprendre que c'est pas forcément compliqué. Il y a beaucoup de gens qui pensent que de donner leurs denrées ou d'aller faire des collectes, c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais c'est pas le cas. Nous, on est persuadés quand même chez Phoenix que
en mettant au plus près des consommateurs ou de tout citoyen finalement des outils qui sont simples d'utilisation, qui sont très utiles, on arrive finalement à faire bouger les lignes quoi, et à embarquer des gens qui n'ont pas forcément envie de faire d'efforts, qui sont pas contre l'idée de donner X ou Y, mais voilà, si c'est trop loin pour eux, ils le feront pas. Et on essaye justement d'aller au plus près d'eux parce que c'est important de les sensibiliser effectivement à ces causes. Même si l'application Phoenix est très tournée sur le consommateur lambda qui veut se faire à manger le soir, on se sert de ce média aussi pour rappeler qu'il y a des gens qui peuvent pas utiliser forcément l'application et que pour ça, il y a des associations qui travaillent avec des bénéficiaires pour justement essayer de les aider et d'améliorer leur situation. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de sensibilisation et de formation, et de faire comprendre aux gens que c'est pas si difficile que ça et qu'on peut aider les associations, qu'on peut y participer et voilà. C'est important pour vous de soutenir ce genre de cause? Évidemment, évidemment que c'est important pour moi. Je pense qu'on peut pas enfin, personne s'enterre tout seul, quoi. Il faut garder en tête que si on a eu de la chance dans la vie, la moindre des choses, c'est d'être une chance pour quelqu'un d'autre à un moment ou à un autre. Après, chacun, le vit comme il veut et chacun fait les actions qu'il veut, mais je pense qu'il faut, à un moment ou à un autre, rétablir le score, quoi. Donc j'ai utilisé votre application, j'ai vu que vous mettez en avant le CO2 qui est économisé. C'est important pour vous de mettre ça en avant? Vous pensez que ça va sensibiliser les gens? Ouais, je pense que c'est important. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure sur la misère sociale, je pense qu'il y a un manque d'information et que les gens doivent comprendre un petit peu l'impact de tout ce qu'ils font au quotidien. Après, derrière, bien évidemment, on va pas, c'est pas avec ce genre de message qu'on va radicalement changer les mœurs et les usages, mais d'une certaine manière, en avoir conscience, je pense que c'est important. C'est important, ne serait-ce que pour le transmettre aussi aux générations futures, voilà, de se dire, bah, en fait, aujourd'hui, prendre un train, prendre un avion, voilà l'impact que ça a sur l'environnement. Même si, bien évidemment, des fois, on est obligé de prendre un train, on est obligé de prendre un avion. OK, mais en être conscient, je pense que c'est déjà une manière pour les gens de se réveiller et de se dire: «Bah, ça, je suis peut-être pas obligé de le faire et j'ai peut-être pas envie de coûter ça» entre guillemets à la planète et c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message parce que chez Phoenix, on a un impact, social, évident, mais on a aussi un impact environnemental. Tout ce qu'on arrive à faire en sorte de donner, que ça soit pour les associations, pour l'alimentation humaine, tout ce qui ne finit pas finalement à la poubelle, c'est un énorme impact environnemental parce que c'est des déchets qui ont pas besoin d'être traités, donc qui ont pas besoin d'être enfouis, ni d'être incinérés, ni d'être transportés tout simplement. On a un peu, cette double approche, à la fois environnementale à travers, ce qu'on arrive à faire économiser à la planète en étant juste finalement, pas enfin c'est pas révolutionnaire ce qu'on propose. Phoenix n'a pas inventé le don en grande distribution. On essaye juste de le faire, différemment et puis évidemment l'impact, social avec, les associations qui, parfois se développent, grâce, aux denrées que Phoenix arrive à leur fournir. On voit émerger de plus en plus de startups engagées pour justement réduire cet impact de la société. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération d'entrepreneurs? Ouais, je pense que c'est extrêmement positif et ce qui est marrant, c'est que quand on a lancé Phoenix en 2014, c'était complètement différent comme écosystème, que ça soit au niveau des fonds d'investissement à impact. À l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Aujourd'hui, il y en a presque un par jour qui va se lancer. Donc, c'est cool, ça va dans le bon sens. C'est pareil pour les entrepreneurs. Au début, tout ce qui était ESS, les entrepreneurs à impact, c'était, je vais pas dire qu'on était un peu, mis en marge, parce que c'est pas le cas. On a toujours été bien accueillis, mais c'était pas commun, on va dire. Je pense que, notamment à travers des modèles comme Phoenix, on arrive à montrer qu'on peut être une entreprise à mission, qu'on peut avoir beaucoup de sens dans ce qu'on fait, qu'on peut avoir un impact, important, voilà, un impact social, un impact environnemental, mais être dans les mêmes, métriques et dans les mêmes logiques que les startups, plus traditionnelles qu'on peut voir. Les gens, je pense, et notamment les futurs entrepreneurs comprennent que, on peut faire du business intelligent, en fait. Et ça, je pense que c'est cool comme message et en tout cas, on est hyper content chez Phoenix d'avoir montré d'une certaine manière que ça pouvait marcher. On n'est pas les seuls à avoir montré que ça pouvait marcher, mais en tout cas d'avoir participé un petit peu à cet éveil des consciences sur le sujet du business à impact. Vous avez déclaré vouloir devenir l'Amazon des invendus. C'est-à-dire, c'est quoi votre projet? En 2015. Bien sûr, bien sûr. Non, mais en fait, c'est si on arrive à mettre en place une dynamique aussi, je veux dire aussi smart qu'Amazon. Évidemment, Amazon est décrié pour plein de raisons, mais ça reste quand même un business qui est assez smart. Donc, si avec Phoenix, on arrive à faire en sorte que les invendus s'écoulent et soient gérés aussi facilement que sur Amazon, bah ouais, d'une certaine manière, on aura gagné parce qu'on aura un business plein de sens, qui sera assez optimisé finalement. Parce que s'il y a bien un truc, qu'on peut garder en tête sur Amazon, c'est que c'est un business qui est très optimisé. Et pour vous, c'est quoi l'entrepreneuriat de demain? Ça va être quoi les nouvelles causes, les nouveaux sujets, les nouveaux projets? Je pense que déjà, il va y avoir un peu d'évolution au niveau des critères qui sont importants pour les consommateurs et je pense que les critères, sociaux et environnementaux vont être de plus en plus au cœur des process de décision des consommateurs et que du coup, ça va être, extrêmement important en tant qu'entreprise de raisonner, avec ces paramètres-là et ces contraintes-là. Du coup, je pense que à travers justement, ce chemin qui a été tracé sur, le business à impact, il va y avoir de plus en plus d'entreprises qui vont se créer sur ce genre de sujet. De plus en plus d'entreprises qui vont un peu révolutionner les fonctionnements, poussiéreux de
grandes industries qui datent de dizaines d'années et qui n'ont pas bougé d'une oreille leur modèle économique. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes entreprises qui vont arriver avec beaucoup plus de sens et beaucoup plus d'intelligence dans leur fonctionnement et qui vont prendre le pas sur ces vieilles industries ou ces vieilles entreprises qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas finalement pris en compte assez l'impact qu'elles avaient. Quand on a une start-up sociale comme ça, comment on la gère en termes de management? Comment ça se passe? Bah, ça se passe bien, en tout cas j'espère, personne s'est plaint pour l'instant. On n'a pas eu de message négatif dans Balance ta startup, donc je pense que c'est un bon curseur aujourd'hui. Mais non, ça se passe bien. Phoenix, c'est une boîte qui est assez humaine, c'est une grande famille finalement, où chacun est à la fois fier de l'impact et justement du travail qui est fait par Phoenix au global, et à la fois proche des convictions et des valeurs de chaque personne. Tout le monde sait pourquoi il se lève le matin, et c'est pas qu'une histoire d'argent, loin de là. Donc je trouve que c'est cool d'avoir autant de gens qui sont mus par une même cause. Voilà. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaiterait entreprendre à son tour? Bah, il y en a plein des conseils pour les jeunes entrepreneurs, mais je leur dirais de pas hésiter, en fait. Faut pas hésiter parce que, peu importe comment ça se passe dans son parcours d'entrepreneur, on regrette pas grand-chose finalement. C'est toujours une aventure qui est assez exceptionnelle et on dit souvent que les entrepreneurs sont courageux parce qu'ils montent leur boîte, mais moi je suis persuadé que c'est l'inverse en fait. C'est tous les salariés qui vont bosser dans des boîtes, qui correspondent pas à leurs valeurs justement, où ils sont malheureux et qui vont tous les matins la boule au ventre. Finalement, c'est eux qui sont courageux parce que en tant qu'entrepreneur, on se lève le matin, on a le sourire, peu importe, on a des bonnes, des mauvaises nouvelles évidemment, mais je pense que on a une énergie infinie qui se développe pour notre boîte et ça demande pas du tout de courage en fait. Donc faut pas hésiter. En France, on a quand même la chance d'avoir des outils et un dispositif qui permet de monter sa boîte dans de bonnes conditions. Petite dédicace à Pôle emploi Venture Capital évidemment. Mais voilà, c'est une chance qu'on a, donc faut pas hésiter et se planter quand on lance une boîte, c'est pas grave, donc faut la tenter. Je pense que c'est vraiment majoritairement une belle aventure pour tout le monde. On entend souvent parler de levée de fonds, de business plan, de financement, etc. Finalement, c'est quoi le plus important quand on monte une entreprise? Je pense que c'est le démarrage, en fait. C'est le moment où justement on n'a pas de financement, on n'a pas de business plan, on n'a pas de levée de fonds. Il faut faire son produit, il faut le vendre. Et je pense que cette étape, elle est indispensable à celle que vous venez de citer déjà. Et je pense que c'est une étape clé parce que avec pas grand chose, finalement, on peut arriver à tester n'importe quelle idée et voir s'il y a un marché ou pas, ou si jamais on a le bon timing, ou si on a le bon message, ou si on a le bon outil, ou si on a le bon service. Et ça, faut l'avoir en tête. On n'a pas besoin d'être financé, et d'avoir des millions d'euros pour faire du business. Ce serait même un peu malsain, en fait, si un entrepreneur n'arrive pas à faire de business s'il n'a pas des millions d'euros derrière lui. Non, il faut qu'il y arrive avec 100 euros tout mouillé au début et qu'il essaye de tester son produit, qu'il soit en contact de ses clients, de ses utilisateurs pour faire évoluer, pour faire mûrir son activité. Merci beaucoup Baptiste pour ces mots, c'était très inspirant. Merci Margot. Cela signe la fin de notre épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Next. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.